Ça y est, c'est la pleine saison du théâtre amateur. Une fois de plus, la grande troupe des comédiens Chaplet met la barre haut. Après la comédie, après la tragédie, ils se lancent dans l'opérette, chansonnette sur les planches. C'est le sujet de notre émission. Bienvenue dans l'air de rien. Bonjour Gilbert. Bonjour. Donc Yvelise n'est pas loin, elle n'est pas en plateau avec nous puisqu'on a deux invités. Je lui laisserai la place. Vous lui laisserez la place. Alors de quoi allons-nous parler avec vous dans votre chronique tout à l'heure? Je soupçonne que tu penses qu'on va parler du Vendée Globe qui vient de se terminer. Eh bien non, on va prendre de la hauteur. On va prendre de la hauteur avec un René Cousinet. Voilà, un aviateur qui a donné son nom. Et surtout ingénieur. Et ingénieur, très bien. Vous connaissez René Cousinet? Oui. Bien, alors je vous présente ou je vous représente puisqu'on vous a accueilli l'année dernière dans cette émission. Oui. Et on expliquera pourquoi on vous a invité une deuxième fois. Alors Roger Blanchet, vous êtes metteur en scène de la troupe des comédiens Chaplet. C'est cela, oui. Donc les comédiens Chaplet, c'est à la Chapelle-Achard. C'est à la Chapelle-Achard, oui. Qui bientôt s'appellera plus la Chapelle-Achard. Nous allons faire partie de la commune, de la grande commune des Achards. Bon, oui. Donc le nom est conservé quelque part. Très bien. À côté de vous, Yannick Rabillet. Donc Yannick, vous êtes président de l'association des comédiens Chaplet. Effectivement. Voilà. Alors, pour ceux qui ne se souviendraient plus de l'émission, qui ne vous connaissent pas encore l'émission de l'année dernière, les comédiens Chaplet, c'est une grande troupe de théâtre et qui a une vraie histoire, qui existe en Vendée depuis 1978. Exactement. Ouais. Pour moi, il y a un chiffre qui est le plus parlant pour montrer l'importance des comédiens Chaplet à la Chapelle-Achard. 39 ans de mise en scène par Roger Blanchet, sans discontinuer. Je trouve que le chiffre, il est parlant pour... Ça rajeunit pas en même temps. Hein. Oui, ça ne rajeunit pas, mais ça donne... C'est qui montre que le comédien Chaplet, c'est une institution à la Chapelle-Achard. C'est vrai. Sur le plan culturel, quand même, c'est marquant. Et 39 ans de mise en scène par la même personne. Et je dis bien sans discontinuer, plus une mise en scène en plus, parce qu'on en a fait deux la même année avec Jésus, que nous avons rejoué cette année, Ce rebelle nommé Jésus. Alors qui avait la particularité d'être joué dans l'église. Dans l'église, oui. Un public toujours fidèle. Oui, ça c'est une chance. Je pensais que tu disais fidèle parce que à cause de Jésus. Mais non, non, autre chiffre important aussi, 70 adhérents, comme il y a un Chaplet. Donc c'est-à-dire qu'il y a ceux qui sont sur scène et puis il y a ceux qui permettent d'être sur scène. Absolument, ouais. Oui, absolument. C'est-à-dire que, bon, évidemment, on a un volant d'acteurs qui va entre 30 et 40. Et puis les autres personnes, eh bien, c'est tous les techniciens, les machinistes, la logistique. Les costumes, la chance qu'on a, c'est d'avoir des gens qui ont des compétences très très variées et qui, tout le monde se mobilise vers le spectacle. Parce que bon, on est quand même nous sommes des comédiens amateurs, mais on a toujours fait, au niveau de l'association, parce que souvent on dit théâtre amateur, bricolage. Non, nous ce qu'on cherche, c'est avec nos moyens, mais on essaie toujours d'aller chercher le maximum de qualité. C'est pour ça qu'on va chercher des professionnels, par exemple, pour tout ce qui est son, lumière. On a Daniel Réveillère qui est un professionnel de cette partie-là, mais qui vient, tous les gens viennent avec leurs compétences, mais savent que ils doivent venir bénévolement. Bien, on pourra en reparler, cette exigence de qualité. Parce que ça, c'est important. Et l'année dernière, vous étiez venu à cette émission, vous avez invité pour parler de Fusillez-le, donc, qui était déjà un beau défi, parce que là, c'était pas, il ne s'agissait pas de faire rire le public, puisqu'il fallait parler des fusillés pour l'exemple. Et là, on a parlé du Ce rebelle nommé Jésus joué dans l'église, qui aussi a demandé pas mal de contraintes. Et là, l'opérette. Tout ça. Alors c'est vrai que quand on en parle aux gens, aujourd'hui ça fait un peu sourire. Fusillez-le, la guerre de 14, donc effectivement pour quelque chose de drôle. Ce rebelle nommé Jésus, autre chose, mais aussi un grand spectacle. Et puis amener derrière trois jeunes filles nues, évidemment. Voilà. Alors Trois jeunes filles nues, c'est une opérette en 3 actes. Alors, voilà. Les noms des... les auteurs, je ne les connais pas bien, pardon, Yves Mirande et Albert Wilmetz. Oui, c'est ça. Voilà, qui sont certainement très connus dans et puis la musique est de Raoul Moretti. Et Raoul Moretti. Alors pourquoi l'opérette, pour répondre à ta question
D'abord parce que quand on est une troupe avec un potentiel d'acteurs important, il faut trouver des pièces qui correspondent à ça, ce qui n'est pas facile. Autant il est facile de trouver une pièce avec 10 acteurs, avec plus, ça 30, devient... 40, oui. Et puis ensuite, c'est vrai que comme le disait Yannick, on approche les 40 ans et qu'aujourd'hui, on a joué des choses et puis à chaque fois on essaie de monter un peu des marches, quoi. Et c'est vrai que l'opérette, c'est quelque chose qu'on n'a jamais fait. Alors l'opérette, ça veut dire qu'il faut chanter. Chanter. Alors, Jouer justement, et chanter. ça suppose une certaine redistribution, peut-être des rôles, parce que tout le monde chante, mais plus ou moins bien. alors Et surtout l'opérette. Surtout certains. Le challenge cette année, c'était ça. Bon, d'abord, l'opérette, pourquoi? C'est parce que, en fait, c'est une opérette qui date de 1926. Moi, je l'ai découverte en cherchant, en fouillant. Elle a été beaucoup jouée jusqu'en 1940, et puis après, plus rien. Et puis, en fait, c'est surtout les animateurs d'Antenne 2. Vous savez, ils font un spectacle par an. C'est les animateurs d'Antenne 2 qui l'ont rejouée en 2006 sous la houlette de Francis Perrin. Jean-Pierre Coff, notamment. Oui, Jean-Pierre Coff, Olivier Mine, Tex, toute l'équipe habituelle, Marie-Ange Nardi. Des Madame Météo. Voilà. Donc, je suis tombé là-dessus et vraiment, ça m'a plu. C'est très frais, c'est gai, c'est drôle, mais il y a une vingtaine de chansons. Donc, on a dû commencer à travailler par ça, c'est-à-dire travailler la chanson. Donc, on a travaillé sous la houlette d'un professeur de chant qui nous a beaucoup fait travailler. Et Ce qu'on va faire, on va écouter 2 petites chansons que vous avez sélectionnées. Oui. Alors, juste un extrait. Déjà, ça va donner le ton, parce que l'opérette, c'est joyeux quand même. Ah oui, c'est joyeux, oui. Alors, Très on joyeux. écoute. Alors, il y a Raymonde. Raymonde, et puis Cela on m'oppresse, appelle le quatuor de jeunes quelle filles. ivresse, si je pouvais parler. J'ai mes genoux, pour quelle cause encore le révéler. Mon cœur soupire, à qui le dire, j'ai peur qu'on rie de moi. Je suis heureuse d'être amoureuse et je me tais pourquoi. Alors, donc 2 extraits. Qui chante là? Là, donc, c'était le quatuor de jeunes filles. Il y a donc les 3 jeunes filles dites nues Oui. et leurs sœurs. Elles sont 4 filles à chanter, là. D'accord. Alors, comment ça se passe Donc, il y a eu des cours de chant. Oui. Il a fallu effectivement que certains acceptent qu'ils ne pourraient pas avoir ce rôle-là parce qu'ils ne chantaient pas suffisamment bien ou... Non, on est parti à l'inverse, c'est-à-dire que j'ai fait la distribution des rôles et puis après, tout le monde a dû se plier aux exigences de l'apprentissage de la chanson. Je pense qu'Anne-Sophie, qui était notre professeure de chant, a été très très disponible tout le mois de septembre pour faire travailler chacun. Et chacun, moi j'ai été ébahi par la disponibilité des gens et la motivation à vouloir travailler. Parce que c'est vrai que pour certains, ils sont partis quand même d'assez loin. Alors Yannick, vous chantez hein? Oui. Alors c'est ce qui est, je trouve, le défi de Roger était très important, parce qu'effectivement, comme vous le disiez, il n'a pas dit « je fais la distribution en fonction de ceux qui savent chanter », il a fait la distribution habituellement, puis il a dit « tout le monde devra chanter ». Voilà. Et la personne, effectivement, Anne-Sophie qui nous a fait chanter, elle a bien dit « tout le monde peut chanter », contrairement à ce que disait M. Métivier, tout le monde peut chanter. Et c'est vrai. Et c'est vrai. Je dis ça pour moi. Hein. Oui, bon, allez. Et c'est vrai qu'elle le disait, et qu'on l'a constaté, des jeunes, des ados qui ont été surpris même de leurs résultats de chant. Je dirais presque ce qu'a dit un acteur à la fin, quand on avait bien répété, Anne-Sophie serait capable de faire chanter une bourrique. Non mais je plaisante, mais voilà, c'était vraiment... Donc on comprend que ça n'a pas limité l'enthousiasme. En fait, tout le monde a pu trouver sa place dans cette je dirais opérette. même plus, à des gens qui étaient habitués de chanter, eh bien, on a appris à chanter autrement, comme peut-être d'une façon un peu avec un peu plus... de technique. Parce qu'on prend des mauvaises habitudes à chanter. Donc, ceux qui savaient chanter, ceux qui croyaient savoir chanter, eh bien, ont appris à chanter d'une autre façon. Et ceux qui ne savaient pas chanter... Alors, est-ce que quand même, quand vous avez présenté ce projet donc d'une opérette auprès de toute la troupe, est-ce que certains se sont dit « Ah, cette année, ça va pas être pour moi ». Non, alors non. Et c'est ça qui est formidable. Mais ça, j'avoue que
on a la chance. C'est vrai que, enfin, moi j'ai la chance en tant qu'un petit peu meneur de l'équipe que les gens m'accordent une grande confiance. C'est-à-dire que quand je présente une pièce, C'est faisable. je crois que les gens me font confiance, même si ils peuvent dire, bah, ça y est, il est encore fou cette année, il y a encore un truc. Mais c'est toujours avec de. Ils le disent peut-être un peu. Mais ils le disent certainement, mais en tout cas, je pense qu'ils l'ont toujours dit avec affection. C'est-à-dire que ça a jamais, personne n'a jamais dit non, ça je peux pas jouer. D'accord. Hein, et là, c'est vrai que cette année, enfin, on peut en témoigner, parce que c'était quand même dur, hein, ce qu'on demandait là. Hein. Et vraiment, tout le monde y a mis du cœur et tout le monde a travaillé. Bon, il a fallu bosser, hein, quand même. On va revenir sur cette phase de préparation. Gilbert, on part en l'air avec vous. Allez, on fait Chronique. un petit voyage. Chronique cuisinée. Alors, qui est Monsieur Cousinet? Pourquoi parler? Eh bien, c'est un Vendéen, et si j'en parle, c'est parce que ça va faire exactement 60 ans qu'il est décédé. Et on l'a un petit peu oublié. On l'a un petit peu oublié. Ce qui rappelle un petit peu Cousinet, c'est surtout l'aérodrome de La Roche-sur-Yon. Il y a quelques établissements scolaires qui portent son nom, à Chaland, à Chantonnay, peut-être ailleurs. Mais sinon, Cousinet, on ne peut pas dire qu'il soit très très connu. Et pourtant, c'était un génial inventeur, né à Saint-Martin-des-Noyers. Tout petit, il était fasciné par le vol des hirondelles. C'est comme ça un petit peu que ce qu'est né sa vocation. C'est un observateur. Un observateur. Et si les hirondelles volent comme ça, il y a peut-être moyen de faire voler aussi d'autres engins. Et il est parti à Angers dans un premier temps, à Paris ensuite, mais déjà, dès 17-18 ans, il avait conçu des systèmes pour faire voler des avions. D'accord. On est dans quelle période d'ailleurs? Donc il est né en 1904 et très précisément 1921, il était à Angers et à 18 ans, c'est là qu'il a construit un petit peu, enfin il a déposé plusieurs brevets. D'accord. Et en 1927, il n'a donc que 23 ans. Il assiste à l'arrivée de Lindbergh qui vient de traverser New York-Paris. Il est impressionné par ça. Et dans la foulée, il dépose un projet d'avion. Il est assez communicatif, il est enthousiaste, et donc il séduit un petit peu son entourage. Et c'est comme ça que naîtra le premier Arc-en-Ciel, qui sortira en 1900. Alors, aujourd'hui, quand on fait des projets pour des avions, entre le projet et puis la sortie de l'avion, il faut X années. L'année d'après, il avait sorti son avion. Voilà. On est en 28. On est en 1928. Alors avec des nouvelles techniques, enfin des nouveautés en termes de silhouette de l'avion, monoplan et des ailes épaisses, des aspects techniques nouveaux également, un trimoteur, et même des moteurs qui étaient accessibles en plein vol. C'était quand même assez extraordinaire. Un rayon d'action de 10 000 km, parce qu'il avait une capacité de 6 000 litres de carburant, et déjà il pouvait voler à 260 km à l'heure. Ce qui à l'époque était assez impressionnant. Alors, les essais sont concluants, sauf qu'au cours de l'un de ces essais, il atterrit mal, l'avion est complètement détruit. Donc, c'est premier accro. Non, ça ne s'arrête pas du tout là. Il continue, il a toute une période jusqu'en 1930 très créatrice en termes de brevets. Mais là où il avait déposé tout ça et ses réalisations, il y a le feu, tout est détruit, aussi bien les plans, tout ça. Donc deuxième échec, deuxième problème qu'il rencontre. Mais malgré tout, il est quand même dans une phase, je dirais, ascendante et sa notoriété augmente. Il est à la recherche de sponsors, ce qu'on dit des sponsors aujourd'hui. Il a un petit peu de difficulté. C'est la ville de Biarritz qui accepte de l'aider financièrement. C'est pour ça qu'un de ses avions s'appellera le Biarritz. Et 1932, c'est là qu'il vient vraiment à l'apogée de sa gloire, puisque le troisième Arc-en-Ciel, ce sera le troisième avion qu'il fabrique, avec des capacités encore plus fortes,
Il rencontre Mermoz, qui a la même passion, et ils vont être complémentaires parce que Mermoz est plus aviateur encore qu'ingénieur. Et c'est là qu'en 1933, eh bien, ils vont se rendre, après escale en Mauritanie, au Sénégal, ils vont se rendre à Buenos Aires. Bien. Alors, il y a eu le succès. Le succès, et après des périodes très difficiles, parce que dans tous les discours, on ne fait qu'apporter des louanges à Cousinet, mais jamais ça se concrétise par des commandes. Il éprouve des grosses difficultés. Je ne vais pas sur les détails, mais enfin, après, ça devient extrêmement, extrêmement difficile pour lui, à tel point que, eh bien, en 1956, Mermoz, entre-temps, est mort dans un accident. Et lui-même se donne la mort. Donc c'est quand même la fin était un peu plus difficile. Il aurait pu réussir. Peut-être que l'aviation française a raté quelque chose si on l'avait un petit peu plus écouté et si lui-même s'était entouré de gens, mais il était un petit peu entêté lui-même. Il n'écoutait pas trop de son côté. Voilà. Parfois ça l'est créativement. Et voilà. Pourquoi pas écrire une pièce sur la vie de René Cousinet qu'on a peut-être un petit peu... Tout est possible. Tout est possible. C'est possible. Alors, pour revenir à cette opérette, qui d'ailleurs, les premières dates, on ne l'a pas encore dit, c'est fin novembre, enfin c'est bientôt. 18 novembre. 18 novembre, voilà. Donc une dizaine de dates, on va y revenir. 10 dates, oui. Alors, le fait que ce soit une opérette, donc les comédiens doivent chanter, mais il faut quand même continuer à avoir un jeu de comédien, c'est-à-dire à se mouvoir d'une certaine façon, à savoir son texte. Ça a dû être aussi un peu compliqué, notre façon de travailler. Oui, c'est pas facile, parce qu'en fait, l'opérette, il y a une partie, bien sûr, jouée, parlée, normale, et la chanson arrive, et on doit continuer à jouer, forcément. Et parfois, même en chantant la chanson, il faut jouer, mais on est à la limite de chorégraphie parfois. Et il a fallu aussi travailler tout ça. Et moi, ma peur, en fait, c'était de me dire, bon, on a passé beaucoup de temps sur les chansons, et maintenant, on va être un petit peu... Et en fait, l'apprentissage des chansons avait vraiment motivé les gens à un point qu'on a démarré ensuite très vite sur le reste, quoi. Oui. Non, ça, c'est vrai que les gens se sont drôlement mobilisés. Et ce que je veux signaler aussi dans les nouveautés de cette année, c'est que, parce que bon, il y a des costumes qui sont... D'habitude, on travaille avec une association qui fait de la location de costumes. Et là, cette année, on a élargi un peu, parce qu'on est allé à l'association de Bellegarde à Nantes, qui fait des revues, qui nous a prêté des costumes, le Boupère aussi. Mais malgré tout, on n'avait pas tous les costumes, et on a une équipe de couturières locales qui s'est mis à la tâche, parce qu'on a, entre autres, un ballet avec des jeunes filles là, qu'on appelle le ballet des crevettes. Elles sont habillées en crevettes. Trouver des costumes de crevettes... parce qu'elles sont vraiment habillées en crevettes. Ah oui. Et donc ça, je veux le signaler, parce que c'est pour vous montrer, si vous voulez, que c'est vraiment l'implication de plein de gens, au fond. C'est-à-dire... ça marche parce que tout le monde, au moment donné, met le coup de collier qu'il faut, et puis... Alors, on ne l'a pas dit, mais alors, quelle est cette histoire des trois jeunes filles nues? Alors, elles sont habillées les trois quarts de la pièce Oui, là, je vous rassure, c'est tout public, la morale est complètement sauve, et elles sont moins nues que ne l'indique le titre. L'histoire, c'est simple, c'est trois jeunes filles qui sont élevées par leur tante, quelqu'un qui est assez rigide, enfin comme ça se passait à l'époque, au fond. Oui, comme ça n'arrive plus, vous voulez dire. Et elle les confie à un précepteur, qui est un ancien séminariste. Alors bon, le premier acte, c'est ça, on voit bien, c'est carré. Mais ces jeunes filles vont à Paris et rencontrent trois officiers de marine. Alors bon, évidemment, ça commence un petit peu à bouger. Et on apprend en fait au deuxième acte que ce fameux précepteur séminariste est aussi le régisseur général du théâtre des Folies Bocagères. En fait, c'est une parodie des Folies Bergères. D'accord. C'est vous qui avez détourné... Ah non, moi j'ai rien. C'est le texte. Les Folies Bocagères. On joue vraiment le texte. Ne parle pas de détournement avec ton jeune fille nue, quand même. On joue vraiment le texte de Wilmette Sémirande. C'est vraiment le texte initial. Et donc, évidemment, tout ce petit monde-là se retrouve aux Folies Bocagères. Alors, évidemment, avec tout l'équipe roco qu'il peut y avoir, avec les... C'est une vieille pièce, c'est une vieille... Oui, 1926. Ouais, 1926. Mais c'est vraiment très chouette. Et puis, le troisième acte, on est sur le pont d'un bateau.
puisque l'oncle de ces jeunes filles est commandant au long cours. Donc, et ben, on retrouve là les jeunes filles, les officiers de marine, tout ça dans une ambiance très, je dirais, un petit peu complètement déjantée, quoi. Oui. Hein. C'est ce qui fait que c'est drôle, Oui. c'est amusant, c'est beau parce que c'est vrai que il y a plein de, les costumes sont jolis. C'est plus long qu'une pièce habituelle? Non, aujourd'hui non, c'est une pièce qui va durer 2h15. C'est sans doute pas facile de quantifier, mais quelle est la part, je dirais, de chansons par rapport à la partie, on peut dire, théâtrale, même si, comme tu l'as dit, c'est mélangé, parce qu'on chante en Bien en sûr, jouant. non, mais si par exemple on voit si on empile les textes des chansons par rapport aux textes qui restent, Yannick, je dirais, il y a quand même, je dirais pas la moitié, mais un bon tiers de chansons, quoi. D'accord. Un tiers de tiers. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire? Un tiers de tiers, Oui, voilà. parce que vous avez, comme Roger vous l'a dit, vous avez compris qu'il y avait 3 actes. Le dernier, un bateau. Le deuxième, c'est donc les coulisses d'un théâtre. Voilà. Le premier, un jardin. Et ces décors ont été faits Donc, il y a eu un gros travail avec- par les bénévoles, puisqu'il n'y avait Qu'est-ce pas que- ce genre de décor où là on loue. Qu'est-ce qu'on pourrait dire aux gens qui diraient « Ah, mais c'est pas tout à fait du théâtre, je sais pas si ça va me plaire ». Quel est l'argument qui pourrait Ah ben soulever si, c'est du théâtre, parce que l'opérette, c'est du théâtre. C'est-à-dire que l'acteur, bien sûr, il joue comme d'habitude dans son rôle au théâtre, mais en plus, à un moment donné, il chante, mais il faut qu'il joue. C'est-à-dire que quand la chanson arrive, il ne va pas se figer face au public en chantant. Il continue à jouer. S'il est en train de rouler une brouette, il chante en roulant sa brouette, et puis voilà. On peut dire que c'est presque la chanson qui s'ajoute au théâtre. Voilà, s'ajoute au c'est- théâtre. c'est les dialogues qui se poursuivent Voilà. en chanson. Qui se poursuivent en chanson. Et c'est pour ça que Ce sont c'est des dialogues. difficile, parce qu'en fait, si l'acteur ne chante pas le texte, il va manquer quelque chose au spectateur. Parce que, en fait, comme dit Yannick, l'histoire, elle continue dans la Elle continue, chanson. très bien. Alors, vous nous avez donné envie, je rappelle les dates, du 18 novembre au 4 décembre, le vendredi, le samedi, le dimanche, plus le mardi soir du 29 novembre. Et puis, il y a 2 autres dates qui se jouent en décembre à Saint-Michel-en-Lerme, le 10 et 11 décembre. Exactement. Bah, c'est marqué, hein, mais de toute façon, on Et puis, va... et pour une dernière motivation pour le public, parce qu'ils y sont sensibles, il faut savoir qu'on reverse une grande part de nos bénéfices à des associations caritatives, notamment la Ligue contre le cancer. Qui donc, Et cette année, Yannick, il y a une autre association. Oui, j'ai pas Art le nom, de excusez-moi. Vivre, c'est Art ça. de vie, oui, qui œuvre pour des enfants lourdement handicapés. Très bien, donc plein de bonnes raisons d'aller à la chapelle à Chars pour cet hiver, pour vous applaudir, pour rire, puis pour chanter avec vous. On termine cette émission et on va pousser Gilbert, qui va être remplacé par Yvelise Richard pour une chronique en chanson et en musique. Bonjour Yvelise, alors j'ai dit en chanson et en musique, mais c'est On reste dans en la musique, tout à fait. Hein, d'abord d'une devinette, qui a composé le thème principal de la musique du film de Luman, Ascenseur pour l'échafaud. Écoutez, vous allez me le dire. Ça vous dit quelque chose? Moi je sais pas. Ce musicien a donc vécu une histoire d'amour passionnée avec Juliette Gréco. On a coupé un petit peu, voilà, on va couper un petit peu le son. C'est un musicien aussi qui a inventé une nouvelle forme de jazz, le cool jazz. Et vous ne voyez toujours pas de qui je parle? Je sais pas, alors moi, non. Alors, dernier indice, si je vous dis so what et trompette. Normalement, ça doit déclencher les choses. Monsieur Rabillet, allez. Miles Davis. Miles Davis, tout à fait. Nous allons parler de Miles Davis, à qui Franck Medioni a consacré un livre complet, un petit livre, sur ce jazzman. Il le qualifie de prince du jazz, d'autres l'ont qualifié de Picasso du jazz, tellement il a révolutionné le genre. Publié aux éditions à Dodane, ce petit livret, et s'adresse plutôt aux enfants de 8 à 12 ans. Mais les d'accord. adultes apprendront plein de choses. Moi, j'ai appris plein de choses sur le musicien. Ah bah, si vous avez appris plein de choses. Ah oui, non, mais je ne connais pas non plus toute sa vie par cœur. Il est illustré par Tristan Solaire, c'est intéressant, qui est un illustrateur qui a fait pas mal d'autres illustrations pour les enfants, notamment. Et il s'adresse donc à ses enfants, mais enfin, je pense que les adultes peuvent aussi effectivement le lire. Il y a le deuxième qui s'appelle Django Reinhardt, donc aussi de un autre Franck virtuose. Mediani. Voilà. Mais moi, j'aimerais revenir un petit peu sur Miles Davis, savoir qu'il a quand même été le premier à électrifier sa trompette. Il s'est intéressé au pop, au rock, au funk, au hip-hop. Et dans ses compositions, il a intégré tous ces styles.
pour ça qu'on l'appelle un peu le Picasso. Il a un petit peu révolutionné la chose. Et les illustrations sont sympas. Il y a 2 albums qui ont marqué sa carrière. Lorsqu'il est né lorsqu'il est mort en 1991, il a laissé Kind of Blue et surtout Toutou, qui a connu un succès mondial en 86. Il s'inscrit bien sûr dans la galaxie jazz de notre univers de musique. Voilà. On peut dire aujourd'hui, Miles Davis, il a quand même apporté des choses. Et Franck Medioni, qui revient sur qui est un spécialiste du jazz, a donc écrit le Django Reinhardt, qui est un ouvrage qui fait un petit peu la même chose, sa biographie. Cet ouvrage est sorti par contre l'an dernier. En 2015. C'est des petits livres. C'est des petits livres. On est sur quelle gamme de On est de sur prix une gamme de prix à 7,50 €, 48 pages, bien illustrées. Et une petite particularité pour l'ouvrage de Miles Davis, il y a un partenariat en ce moment avec l'éditeur et la SACEM et le site de musique en ligne Qobuz pour pouvoir écouter gratuitement pendant 30 jours les principales pièces et morceaux composés par Miles. D'accord, donc les ouvrages et l'écoute en ligne. Merci Yves-Lise, redonner un peu de mémoire à ces artistes. Merci à tous les deux. Merci à vous. Bonne vie au comédien Chaplet, en espérant qu'on a donné envie d'aller vous applaudir et d'aller chanter avec vous. Merci beaucoup. Aussi.